On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle du lancement d'un nouveau site web pour l'Association de paralysie cérébrale du Québec, qui est toujours présidée par le Joannais Joseph Coury. Mais d'abord, parlons de l'Étoile pédiatrie sociale en communauté qui réagit favorablement au dépôt de Régine Laurent sur la DPJ. C'était attendu de longue date le dépôt du rapport de Régine Laurent sur la DPJ, la Direction de la protection de la jeunesse. Ça a fait évidemment couler beaucoup d'encre et de salive dans les quelques derniers jours où cette nouvelle est sortie au niveau national. C'est intéressant de voir le point de vue localement, comment c'est reçu, entre autres de la part d'un organisme qui travaille avec les enfants. C'est le cas de l'Étoile pédiatrie sociale en communauté du Haut-Richelieu et son directeur général, Éric Christensen. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Éric. Bon, première réaction quand le rapport est tombé, parce que c'est quand même un rapport volumineux, il y a beaucoup de recommandations, comme à chaque fois qu'il y a ce genre de rapport commandé par le gouvernement, puis on souhaite tous évidemment qu'il ne soit pas tabletté. Mais bref, la première réaction, c'était quoi? C'est un rapport qui est très ambitieux, mais on est conscient aussi qu'il n'y a pas de baguette magique non plus. On croit qu'on a accueilli le rapport avec beaucoup de positivisme, parce que dans le rapport, on a dit à voix haute ce que les intervenants qui travaillent avec les enfants dans des contextes de vulnérabilité savent depuis des années. Donc, il y a des choses qui existent déjà, qui ont été mentionnées dans le rapport, donc ça va permettre un changement de culture et un changement de voir les choses, comment on veut protéger nos enfants vulnérables au Québec et qu'on puisse travailler ensemble pour aller vers un meilleur filet de sécurité pour ces enfants-là. Bon, parce qu'on le sait, l'origine du rapport Laurent, c'est malheureusement cet enfant qui a perdu la vie à Granby. Ouais. Ça a comme beaucoup... choqué, oui, mais ça a comme aussi brassé beaucoup l'imaginaire collectif, ce cas-là à Granby. Et malheureusement, dans une société, ça prend souvent des événements malheureux pour provoquer des changements. C'est triste, mais c'est comme ça dans toutes les sociétés au monde. Ici, parce que dans le fond, vous avez une clientèle à l'Étoile qui, dans certains cas, est en lien avec la DPJ. Oui, plus que dans certains cas. Plus que dans certains cas, la majorité, même. Oui, on travaille très fort avec la DPJ et les centres de jeunesse. Et donc, on est conscient les problèmes de la situation depuis plusieurs années. Depuis, en fait, que la DPJ fait partie du CIS grâce à M. Barrette, ça a été dilué un peu et il y a eu des problèmes au niveau des ressources. Et puis, je ne veux pas taper sur la tête de la DPJ. Au contraire, l'année passée, il y a eu 118 000 signalements au sein de la DPJ au Québec. C'est 13 % de la population des enfants au Québec. C'est impossible pour la DPJ de prendre toutes ces demandes-là et d'accepter tous ces signalements-là. On ne peut pas avoir un organisme comme la DPJ qui est responsable du bien-être et les droits des enfants au Québec. C'est impensable. Donc, ce qui est bien dans la commission Laurent qui vient juste de sortir, c'est que là, on met une place pour dire, OK, là, qu'est-ce qu'on peut faire en amont afin qu'on ne soit pas rendu à la DPJ quand c'est rendu un cas d'urgence? Au début, la DPJ, quand elle a été créée il y a 40 ans, c'était supposé pour être que des cas d'urgence. Et aujourd'hui, c'est rendu la porte ouverte pour avoir des services. Mais il y a plein d'organismes en amont, comme la société, comme la pédiatrie sociale en communauté, mais aussi les services de garde, les C3S, les écoles, les organismes communautaires de notre région qui peuvent en amont travailler pour s'assurer qu'on n'a pas cette tsunami-là de signalement qui va vers la DPJ, qui est juste impensable de penser qu'ils peuvent gérer tout ça là, dans le contexte présent. Là. Puis même, je trouvais intéressant cette fameuse série qu'on a vue à Radio-Canada, entre autres, qui nous permet de voir un peu le travail des gens de la DPJ. Oui. Bien des gens qui se sont dit, bon, moi, je ne ferais pas cette job-là dans la vie. Je pense que ça humanise un peu parce que souvent, les gens sont critiques à l'égard de la DPJ, mais la DPJ, c'est une institution. Hein, ça n'a comme pas de visage, pas de nom. Et là, on a vu des travailleurs, on a vu des situations avec des caméras, puis c'est difficile à tourner en termes de télé parce qu'on ne peut pas montrer les jeunes en question. Donc, c'est de l'anti-télé. C'est pas bon pour la télé, mais bref, on a compris dans ce documentaire-là un peu plus ce que les gens de la DPJ vivaient. Et on disait tantôt, oui, c'est un peu le parent pauvre du réseau, bien malheureusement, alors qu'on parle de l'avenir de nos enfants. Maintenant, le gouvernement va recevoir le rapport, évidemment, va tenter, j'ose imaginer, certaines recommandations, dont celle d'avoir une espèce d'ombudsman des enfants. Oui.
peut paraître un peu philosophique ou théorique, mais sur le fond, c'est une bonne affaire. C'est une bonne affaire. Ça prend un leadership au niveau... ça prend une surveillance au niveau de la DPJ parce que, bon, comme on a dit tantôt, ils sont un peu dilués dans le système de la santé du C3S. Et quand on voit des choses qui se passent à Granby ou peut-être dans d'autres régions du Québec, il faut avoir une équité au niveau des services qui sont offerts aux enfants. Donc, bon, il y a eu ce drame malheureux qui s'est passé à Granby, mais quelques semaines plus tard, il y a eu quelque chose d'autre aussi qui s'est passé à Granby. Donc juste d'avoir un leadership pour s'assurer que le filet de sécurité qu'on met avec la DPJ puis avec les organismes soit bien respecté partout au Québec. Là. Vous, parfois, avez-vous l'impression que vous êtes un peu un espèce de spectateur qui a un peu les mains liées, c'est-à-dire que vous devez être témoin de situation puis de vous dire, ça n'a pas de bon sens, mais en même temps, on ne peut pas rien faire parce que c'est pas dans notre cours. Est-ce que ça doit être un peu dommage d'avoir à vivre ça? C'est rare qu'on dit qu'il n'y a rien qu'on peut faire parce que c'est pas dans notre cours. On se mêle dans les cours des autres souvent. Mais oui, il y a une frustration sur certains niveaux. Je vous dirais même au niveau juridique et même la Commission Laurent propose quelque chose pour remédier ça. Quand ils disent une famille pour la vie, par exemple, une des frustrations qu'on avait au niveau du système judiciaire, c'était que jusqu'à maintenant, le droit du parent d'avoir son enfant, le parent biologique, prévalait sur le droit de l'enfant d'être en santé et en sécurité. Ouais. Et juste en le disant, c'est un non-sens. Un enfant est un objet de loi, c'est un citoyen, il a les droits comme tous les citoyens et il peut participer à sa trajectoire, il peut participer au niveau de la justice, de c'est quoi qu'on veut lui donner à cet enfant-là. Et donc, il faut ouvrir un dialogue et les écouter. Et là, aujourd'hui, bien, avec une famille pour la vie, on va arrêter de, je m'excuse le terme, là, mais de barouetter, c'est le terme qu'ils ont utilisé. Et ça, c'est complètement fou pour avoir fait beaucoup d'entrevues avec des jeunes qui sont sortis de la DPJ. C'est quasiment comme un festival. Bon, moi, j'ai fait 12 familles. Moi, je n'ai fait 22. Moi, je n'ai fait 8. T'es chanceux. Moi, je n'ai fait 14. Puis là, tu te dis, comment ça se fait comme société? Pourquoi nos jeunes, ils font autant de foyers? Pourquoi ils font autant de foyers? C'est parce que le droit du parent de revoir son enfant était très important aux yeux de la loi. Donc, il faisait beaucoup d'essais et erreurs. Donc, un enfant était retiré, était placé en maison d'accueil. Et là, on retourne en cours. Et puis, bon, si l'enfant n'est pas en danger imminent de mort, bien, on essayait de remettre l'enfant avec sa famille biologique. Là, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas important. La DPJ et les instances qui travaillent avec eux, on va toujours essayer de donner le maximum afin qu'un enfant puisse intégrer sa famille biologique. C'est tout à fait normal et c'est le souhait. Par contre, ce qui sort maintenant avec le rapport, c'est que quand c'est pas possible, et peu importe la raison, et il y a plein de raisons, que ce soit la santé mentale, des problèmes de consommation, des déficiences intellectuelles, peu importe la raison, si une famille n'est pas outillée à répondre aux besoins de leur enfant, est-ce qu'on peut donner à cet enfant-là un encadrement où ce qui va être en sécurité et en santé et pas changer aux 4-5 mois de place, ça n'a aucun bon sens. Même pour les familles d'accueil, où probablement tu finis par t'attacher. Je veux dire, si un jeune est chez vous pendant 2 ans, 3 ans, puis là, tu le perds, il retourne chez ses parents, puis là, après ça, il s'en va ailleurs parce que là, toi, ta place a été comblée. Donc, encore là, je me mets pour les intervenants eux-mêmes, ils étaient un peu condamnés à voir passer des jeunes dans leur foyer d'accueil. Puis une des choses qui est sortie aussi dans la commission, c'est qu'il parle d'une adoption singulière. Oui. Ça, c'est très intéressant. Ça existe dans d'autres pays à travers le monde. Donc, souvent, les enfants, quand ils étaient dans une situation où, en cours, on parlait d'être retirés de leur famille, de rompre les liens avec leurs parents, et peu importe dans la condition dans laquelle ils vivaient, souvent, c'est traumatisant pour un enfant de dire « je vais couper ces liens-là ». Et donc, ça n'aidait pas nécessairement aussi au placement. Donc, maintenant, ce qu'il dit, c'est que une famille peut adopter un enfant de la DPJ, mais qu'on n'est pas obligé de rompre les liens avec les parents biologiques et on peut avoir un peu le meilleur des deux mondes. Là. Ce qu'on se rend compte aussi, puis c'est bizarre, ça m'a fait flasher quelque chose en début de semaine. Dans le fond, la DPJ, avec le temps, elle est devenue un peu dépendante des organismes comme le vôtre. Oui, parce qu'il n'y avait pas vraiment le choix. Parce que, comme on a dit en début, là, c'est incroyable d'essayer de donner tout ça à la DPJ. Il y a tellement de manque de ressources. Je prenais comme exemple, parce qu'en début de semaine, on faisait une entrevue avec le mouvement SEM, qui s'occupe plus des volets de supervision de visite et de supervision d'échange d'enfants. Effectivement. Au nom de la DPJ, en quelque part. Puis heureusement, ça se fait à Saint-Jean, puis ils n'ont plus besoin d'aller à Longueuil. Mais en même temps, c'est là que je me dis,
s'il n'y a pas de mouvement SEM, puis il n'y a pas d'étoiles, puis il n'y a pas d'organisme à Longueuil, puis tout ça, je veux dire, la DPJ ne peut pas tout faire tout seul. Bien, c'est là où on dit que la DPJ était censée d'être seulement pour les cas urgents et qu'en amont, il y a plein de monde qui sont là pour aider. T'sais, nous, on a déposé des rapports là, à la commission, Laurent, au niveau de la Fondation, au niveau de leur QPSC, et c'est ce qu'on dit aussi, utiliser les ressources qui sont là. Ils ont parlé d'une charte de droits des enfants, mais il y a une convention relative aux droits des enfants qui existe depuis tellement d'années que, comme vous savez, qu'on fête le 22 novembre. Ces droits-là sont là et il faudrait que ces droits-là soient intégrés carrément dans notre système judiciaire pour qu'on puisse s'assurer que toutes les décisions qui vont être prises en lien avec l'enfant au centre de toutes ces décisions-là, comme qui est le modèle de la pédiatrie sociale aussi, là, mettre l'enfant au milieu des décisions. Est-ce que vous pensez, bon, vous le souhaitez, mais est-ce que vous pensez ultimement que le rapport de la commission, Laurent, va être, je vais prendre un terme anglais, mais disons un game changer dans l'avenir de la gestion de la DPJ et des enfants au Québec en général? Bien, je l'espère. Tu as mentionné tantôt que les autres commissions qui ont été tablettées, là, mais je pense qu'on ne peut pas. Là. Ça a pris un drame épouvantable à Granby pour qu'on se rende jusque-là. On se doit de protéger notre richesse la plus grande, qui est nos enfants au Québec. Je pense que ça a brassé dans la tête de plusieurs personnes qu'il faut faire quelque chose. Et donc, la question, par contre, c'est qu'on a bien beau parler de la première ligne qui vient aider en amont et tout ça, c'est correct. Mais là, la DPJ ne va pas pouvoir commencer à déléguer des cas à SEM ou à l'Étoile ou à d'autres organismes. Les organismes n'ont pas nécessairement les ressources pour ça, que ce soit financière ou des ressources humaines. Ça prend des professionnels, ça prend des travailleurs sociaux, des psychoéducateurs, ça prend des gens spécialisés pour pouvoir répondre à ces besoins-là très, très complexes. Donc, ça va être ce changement-là de culture et de qu'est-ce qu'on fait, comment on travaille ensemble qui m'inquiète un peu parce que ça ne se fera pas au jour au lendemain. C'est un changement de culture qu'on a besoin au Québec, mais je pense que ça commence avec la société au Québec pour dire que la sécurité de nos enfants, le bien-être de nos enfants, cette bienveillance-là qu'on parle, c'est pas la responsabilité de la DPJ, c'est une responsabilité de la société. Et c'est à nous à créer ce filet de sécurité pour eux. Éric Christensen, merci beaucoup. Merci, Éric. Félicitations pour vos 5 ans à la direction de l'Étoile. Vous savez tous. Quand même, hein, c'est ça. On sait on peut rien cacher. C'est tout, donc bravo. Merci. Puis, visiblement, le vaisseau a commencé à se promener, l'autobus, là? Oui. Ouais. Oui, on commence, là. On est dans les mesures sanitaires, comme j'ai dit, là, on fait très, très attention, mais oui, ça se promène. Vous allez le voir. Et sur toute réserve, vous allez voir une navette qui va se promener aussi. En plus. Parce qu'on a besoin d'une navette pour aller au vaisseau quand il va être à la colle. C'est ça. Donc, il y a un petit bébé qui s'en vient. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous parle d'un nouveau site web pour l'Association de paralysie cérébrale. François, belle émission cette semaine. Absolument, on parle du nouveau livre Amour foot avec Dali sans chagrin et en deuxième partie son fiston qui est avec nous directement de la Tunisie. Nous, on enregistre le 11 mai, c'est l'anniversaire de ma maman, mais en passant, on lui fait pas une fleur, hein? C'est excellent le livre. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible! Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. Pour vous procurer les livrets du télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com.
Ça fait un petit bout de temps qu'on ne l'a pas vu. Il est toujours président de l'Association de la paralysie cérébrale du Québec, mais il est de Saint-Jean-sur-Richelieu. Il s'appelle Joseph Coury. Il est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Donc, l'Association de paralysie cérébrale continue d'exister. Vous avez dû, comme tout bon organisme, avoir à vivre avec les effets de la pandémie. Et parlons-en aussi, mais les gens qui sont atteints de paralysie cérébrale, la pandémie, là, c'est rien de comique. Là. C'est une couche de plus dans des restrictions chez des gens qui ont déjà des restrictions. C'est pas facile, là. Mais vous commencerez avec 3 bonnes questions, dont une. Ouais. Oui, l'Association de paralysie cérébrale fête cette année, même on vient de commencer notre 72e anniversaire d'existence. C'est l'association la plus vieille en Amérique du Nord, au niveau de la paralysie cérébrale, une des plus vieilles au monde. 1. 2, oui, on a vécu des problèmes majeurs avec la pandémie. Des problèmes de décès et de contagion. Ah ouais. On a eu des décès dans d'autres régions. On a eu ici à Saint-Jean des gens qui ont attrapé ce fâcheux virus. Et troisièmement, on est resté vivant et on continue à fonctionner dans une structure d'un développement pour les prochaines années. Ouais. Et je suis très fier des résultats de ce qu'on fait actuellement là. Est-ce que je me trompe ou malheureusement, encore aujourd'hui, il y a des gens qui sont atteints de paralysie et qui sont hébergés en CHSLD? Ils sont hébergés comment? En CHSLD. Oui. Ça tend à vouloir changer, mais il y a encore des gens de 25, 32, 45 ans qui sont atteints de paralysie puis qui sont en CHSLD. Ce n'est pas la majorité. Oui, je sais. Je voudrais préciser un trop point. Pareil, là. Oui. Ouais. Oui, nous avons des cas dans les CHSLD et des gens qui ont vécu des situations difficiles, surtout les parents, qui sont les tuteurs de ces enfants-là, mais qui ont un certain âge, ne sont pas les personnes d'un bas âge. Là. Ouais. Mais les parents qui vivent actuellement des situations incroyables avec les enfants qui restent chez eux à la maison. Et ces parents sont devenus les bénévoles la vie durant pour ces enfants-là. Ils ont vécu la difficulté avec ces enfants à cause du confinement. Ça, c'est une réalité. Surtout, ouais. Il faut la mettre devant la réalité absolue de ce qu'ils ont vécu, ces jeunes-là. Ouais. Est-ce que les personnes atteintes de paralysie cérébrale sont plus à risque de développer des complications s'ils contractent le virus de la COVID? À ma grande et belle surprise, ils étaient devenus, durant tous ces mois passés, très vigilants. Ils ont gardé un confinement respectueux parce que c'est sûr, le risque est majeur à cause de leurs problèmes physiques, leur handicap physique. Mais j'étais fier d'eux et j'ai parlé avec la majorité des familles au Québec, à travers le Québec. Ouais. Et le résultat était, à mon avis, très intéressant. De mémoire, c'est quoi, 25 000 personnes? À peu Il y a 22 000 personnes vivant avec la paralysie cérébrale au Québec. Quand même. C'est beaucoup. Mais on ajoute les parents et les aidants naturels, on a touché un chiffre de 100 000 personnes. 100 000 personnes, 100 000. C'est pas rien, là. Ouais. Ça fait combien d'années que vous êtes président, là? C'est ma 21e année. 21e année. Oui, un président bénévole à part entière. Bon. Je sais qu'avant la pandémie, on parlait parfois... On disait, ouais, éventuellement, il va falloir passer un peu la rondelle à quelqu'un d'autre. Bon, là, la pandémie est arrivée. Visiblement, vous êtes toujours en poste. J'avais pas le choix. J'avais pas le choix. Et en plus de ça, je ne m'y attendais pas, mais c'était une très grande surprise avec cet engouement et cette réciprocité positive des parents à travers le Québec. J'ai eu l'occasion de parler avec eux durant ce temps-là. C'était pas le temps de quitter, disons. Ouais. Et on a eu des résultats exceptionnels malgré la pandémie. Là, vous arrivez avec un nouveau site web, donc revampé, réinventé. Bref, quel était l'enjeu que vous aviez à l'égard de ce que vous aviez en ce moment comme site Internet? Tout d'abord, vous savez, j'ai vécu avec différentes personnes au niveau du conseil d'administration et ma fierté à date, en 21 ans, j'ai jamais eu le moindre problème avec un de ces membres du conseil. On a toujours créé cet esprit de travail, de collaboration et même quasiment familial. Donc, on était rendu à une étape. Il fallait dépasser la ligne rouge, aller vers d'autres défis. Et notre site web, le vieux, était désuet. Je m'y attendais à autre chose qui allait répondre à nos
nos exigences pour répondre adéquatement, que ce soit au niveau du gouvernement, au niveau de nos partenaires, au niveau de nos membres. Là. Et vraiment, j'inviterai aujourd'hui la population québécoise à part entière d'aller visiter le www.paralysiecérébrale.com et nous écrire pour nous donner leur opinion avec ce beau site d'une inspiration incroyable, en collaboration aussi d'un plan de stratégie et marketing avec l'Université de Québec et le bureau de management de cette université-là, qui ont travaillé 4 mois avec nous gratuitement. Et ils nous ont présenté un programme, un plan stratégique et de marketing incroyable. Et c'est sûr, tu sais, tu me connais un peu, j'ai mis mon grain de sel là-dedans, au niveau du contenu, au niveau de la couleur, et même des membres de notre association, et même notre adjointe du bureau de Granby qui a fait un travail exceptionnel. Je pense, d'après les amis autour de moi, on a sorti quelque chose de livrable. En quoi il est différent de l'ancien, du précédent? Tout. L'image vaut 1000 mots. On a joué beaucoup avec l'image, on a joué beaucoup avec le contenu et avec la nouveauté. On a créé quelque chose de nouveau, même les titres, les petites lignes, les onglets, on les a changés complètement. On a voulu chercher l'état d'âme, pas seulement des parents, pas seulement des membres, de la population. Et surtout des décideurs, qu'aujourd'hui, je suis très fier d'annoncer la participation des gouvernements avec nous et la collaboration adéquate pour aller de l'avant dans des projets. Et on commence à avoir du financement du gouvernement. Ça nous donne un petit peu l'eau dans le moulin pour aller trouver d'autres projets, pour aller élaborer avec nos membres et avec les instances à travers le Québec pour inventer des choses pour venir en aide aux personnes avec l'appareil cérébral. Le site Web, il s'adresse à qui? En premier lieu, aux parents, aux enfants qui ont l'appareil cérébral, aux membres en général, aux partenaires et à tout le Québec et au monde. Moi, je visionne des sites Web à travers le monde pour voir ce qui se passe et surtout au niveau de la recherche. Moi, aujourd'hui, je peux dire avec fierté que notre mission est accomplie à 100% durant les 21 dernières années, mais elle n'est pas complétée. Nous, le point qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est la recherche. Et vous savez très bien, on a réussi à créer un réseau pan-canadien en 2019. La journée du 6 octobre, c'est la journée mondiale de l'appareil cérébral dont j'ai eu le privilège d'être un des signataires de cette convention à New York. Donc aujourd'hui, on n'a plus le choix. La recherche, pour nous, c'est important. Et la recherche, c'est prévenir maintenant l'appareil cérébral, même avant la naissance. Pour moi, c'est un point extrêmement important. Est-ce qu'on a avancé là-dessus? Il y a un avancement, mais on n'a pas les résultats parce que cette cellule, elle est morte dans le cerveau. On dit ça, tout le monde le sait. On va pouvoir, s'il y a une possibilité, d'aller dans les thérapies quelconques avec l'Université Laval. Nous sommes les membres fondateurs de la chaire de l'Université Laval, avec l'Université McGill aussi, avec d'autres universités au Canada. Ça, pour nous, c'est un point extrêmement important. Mais on va continuer surtout les services et les besoins de nos membres quotidiens. Et je remercie le gouvernement du Québec de cette première collaboration avec son programme PSOC, qui va pouvoir nous seconder les années à venir pour venir en aide et répondre aux besoins quotidiens de nos membres. Comment l'association arrive-t-elle à se financer par les temps qui courent? On sait que certains organismes vivent d'événements, d'activités bénéfices. Bon, bref, comment on arrive à se financer? Très bonne question. C'est une très bonne question. C'est vrai, on n'avait jamais reçu aucun centime des gouvernements. On s'est débrouillé tout seul avec les projets qu'on organisait, et vous connaissez très bien ce qu'on faisait ici à Saint-Jean et ailleurs, avec des legs qu'on recevait. Mais là, cette pandémie a mis le monde entier à genoux. On a tenu le coup, et maintenant, on a déposé notre demande officielle auprès du gouvernement pour la première année, et on a obtenu un résultat. Ce n'était pas le montant qu'on attendait, mais moi, que ce soit $1 ou $1 million, j'ai un mot à dire, merci. Bon, on s'en était parlé brièvement en entrevue avant la pandémie.
vous aviez un projet de peut-être ramener un téléthon, parce que pendant Exactement longtemps, ça. il y a eu le téléthon, Oui. qui est animé par Serge Laprade, de mémoire, hein, c'est ça, pendant de nombreuses années. Après ça, les télétons ont comme fini d'exister, à part Opération Enfant Soleil aujourd'hui. Vous aviez ça comme projet, mais là, pouf, la pandémie est arrivée, donc là, qu'on a mis ça un peu sur la glace. Absolument pas. Ouais. Je suis toujours en contact avec la compagnie, mais on devait commencer notre téléthon en 2020. On était prêts. Ouais, Et je sais. tout le monde était prêt, même que ce soit des artistes ou des partenaires, on était prêts. La pandémie est venue nous faire ce petit tour-là et nous a empêchés de faire. Maintenant, on est toujours en contact. J'ai monté déjà un programme pour une émission de télévision hebdomadaire pour parler de la paralysie cérébrale et d'autres handicaps qui va être une sorte de préparation pour le Téléthon. Maintenant, on va voir, le déconfinement aura lieu quand pour pouvoir ramasser le monde entier dans un grand événement, mais le sujet est toujours à l'ordre du jour. OK, donc c'est toujours dans les cartons, mais ce n'est que partie remise. Mais le Pandémie montage est oblige. fait. Le Ouais. montage est fait. Le montage Ouais. technique, on a la définition de ce qu'on a à faire. C'est autour de 10 heures à peu près de Téléthon. Quand même. Oui. Donc, ça va finir par se faire, mais là, il y a juste à savoir maintenant C'est la COVID. à quel rythme le déconfinement va-t-il se faire et à quel rythme on va retrouver une vie Normal. normale. Normal. Joseph Khoury, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Reste avec nous. Au retour, le mot de la fin. La prochaine collecte de sang sur le territoire, c'est à l'Arena Marcel Larocque à Iberville, les lundis, mardis 7 et 8 juin. C'est organisé en collaboration avec le 104.1 Boom et bien sûr Emma Québec. Et avec la pandémie, bien sûr, il faut prendre rendez-vous pour pouvoir donner de son sang. Vous avez le lien Internet de Emma Québec. À demain. Bye bye.